Alors, bienvenue à cette autre édition de ce training qu'on a intitulé Maîtriser et lancer son e-commerce. N'est-ce pas? Sans capital initial. C'est un peu ça la particularité de notre programme. Et de pouvoir, n'est-ce pas, vous permettre de maîtriser les louanges, les titres in and out du e-commerce. Mais surtout de les lancer, même si vous n'avez pas de capital. C'est évident que si tu as un capital, ce n'est qu'un avantage. Mais même si tu n'as pas de capital, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire. Quand il sans capital, ça veut dire non seulement vous n'avez pas un capital pour lancer, n'est-ce pas, votre store, c'est-à-dire que acheter des marchandises pour vous vendre, mais en même temps, vous n'avez même pas un capital pour créer votre store. Parce que lorsque vous créez votre boutique, un peu comme une boutique physique, il vous faut d'abord de l'argent pour soit louer ou encore construire votre propre boutique physique. C'est la même chose sur la boutique en ligne. Vous devez pouvoir construire votre boutique en ligne. Normalement, ça exige un capital et pas des moindres. Vous pouvez vous renseigner à combien ça coûte pour créer un site de e-commerce. C'est ça que j'appelle créer votre boutique. C'est ça la boutique en ligne. Même si vous n'avez pas ce capital pour pouvoir vous lancer sur la création, d'abord, je ne veux pas entrer dans les détails de qu'est-ce que vous allez vendre, comment vous faites pour vendre. Je n'entre pas encore dans les stratégies marketing, les outils marketing qui vont vous permettre de vendre vos produits. Mais déjà, pouvoir construire même votre boutique. Vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez pas le faire. Mais ce training se veut de vous permettre de transcender cela, de pouvoir construire votre boutique, avoir votre boutique, même si ce n'est pas l'argent. Maintenant, avoir, n'est-ce pas, des articles que vous allez vendre, n'est-ce pas, travailler sur la stratégie de vente, de marketing et autres. Donc, c'est ça la particularité de notre training, pouvoir vous permettre, n'est-ce pas, de maîtriser d'abord, maintenant, de vous lancer dans votre e-commerce, même si vous n'avez pas de capital initial. Sans plus tarder, aujourd'hui, j'allais dire today, aujourd'hui, nous abordons une partie aussi importante que les précédentes, qui n'est autre chose que l'autre module qui parle de la création, justement. Vous voyez, j'ai insisté sur la création, OK? La configuration, l'optimisation de votre boutique en ligne. Il est impossible d'avoir un e-commerce sans avoir une boutique en ligne. C'est juste impossible. Et c'est cette barrière qui bloque beaucoup de personnes parfois. Où ils commencent et ce but, ils abandonnent. Parce que c'est un peu comme si tu construis une maison. Au début, on te loue une maison. On te dit, voilà, la maison, je te la loue à 100 000 francs. Mais au bout d'un mois, ton bailleur te dit, voilà, tu vends trop de choses. Maintenant, tu vas louer la maison, c'est à 350 000. Ou encore, parce que tu as créé une option qui permet aux gens parfois de venir. Si tu es absent, tu as créé un moyen par lequel quelqu'un peut juste lancer l'argent, ça tombe dans ton comptoir et il ramasse ce qu'il veut prendre, il mange. C'est une option qui te fait vendre dans ta boutique, finalement, quand tu n'es pas là. Ton bailleur regarde, il dit maintenant, l'option, c'est que tu as créé pour que tu payes maintenant 400 000. Et subitement, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. C'est la même chose donc quand tu ne fais pas ton propre dans ce que j'ai appelé dans la création de ta boutique en ligne. Il y aura des fondations, des maisons que tu vas prendre des boutiques où tu vas aller et que parce que tu dis, OK, j'ai un tel élément. Est-ce que tu intègres un élément à ce que tu as? Le prix de ta location augmente. OK? Ou encore parce que on commence à facturer par l'article que tu as vendu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ou alors on te dit, tu peux seulement vendre 5 articles. Si tu décides de vendre 50 articles, tu commences à payer plus. Donc, tous ces éléments sont des éléments, des aspects, n'est-ce pas, qu'il faut prendre en considération lorsque vous êtes en e-commerce. Donnez-moi une seconde pour que je puisse stopper la personne qui appelle. Alors, comme on disait tantôt, c'est assez important de pouvoir faire le choix dans votre boutique. Le choix consiste non seulement sur vous allez voir qu'on va pas beaucoup de fonctionnalités, de la sécurité, de beaucoup d'autres choses, de la facilité à pouvoir utiliser l'application, de la possibilité de scale, ça veut dire passer à un autre niveau sans subir trop de pression de ton bailleur, appelons ça comme ça. OK? Donc, si on est prêt,
à faire face à cette nouvelle partie de notre training. Let's go. Oh, j'allais dire, notre module, c'est le module 4 qui consiste à la création, la configuration, euh, l'optimisation des boutiques en ligne. Ici, on va voir, comme vous le voyez bien, les différents modèles de e-commerce. OK? On va voir les différents modèles. Quels sont les différents modèles? C'est qu'on est dans l'introduction. On va rappeler ici un peu, de donner quelques avantages et inconvénients. Le choix de la bonne plateforme de e-commerce. C'est ce que je parlais tantôt. Sur quoi on se base pour choisir une plateforme de e-commerce? OK? À l'intérieur, on va également vous faire partager avec vous les avantages et les inconvénients de chaque plateforme que vous pouvez choisir. Ce module parle également de la conception maintenant de la boutique en ligne. On parle d'une boutique attractive et conviviale. On va parler, n'est-ce pas, de l'optimisation des pages produits pour la conversion. Il faut noter que pour pouvoir vendre un produit, il y a une façon d'optimiser ton produit en ligne, n'est-ce pas? Tu dois pouvoir savoir ce qu'il faut prendre en compte quand tu es en train de poster un produit. Quand on va aller à l'intérieur, vous voyez quels sont les aspects sur lesquels il faut prêter attention. Quand tu crées une page de produit, c'est quoi? Par exemple, quand tu crées une photo store, tu cliques sur un produit, ça s'ouvre. Tu vois, n'est-ce pas, le nom, les photos, les éléments, la description. Il y a plus les éléments que tu vois qui concernent le processus qu'on appelle la page d'un produit. Comment mettre en place des solutions de paiement et d'expédition efficaces. Évidemment, si, n'est-ce pas, vous voulez créer un e-commerce et que vous n'avez pas moyen de faire de paiement, ce n'est plus un e-commerce. C'est une boutique physique. E-commerce signifie que tu peux payer en ligne. OK? Même chose pour les moyens d'expédition. Si tu ne peux pas savoir comment et combien ça va coûter, en termes d'argent et en termes de temps, une marchandise de ta boutique, même si elle est en ligne, ou du moins ta boutique physique, ou du moins de la localisation de là où la marchandise se trouve, pour arriver chez ton client, tu auras un problème à succès dans le e-commerce. Alors, voilà les 5 principales parties qui vont constituer ce chapitre, ou du moins ce module. On va donc sans plus tarder sauter sur le premier. Okay? Le premier, ce sera, n'est-ce pas, la première partie de ce module. C'est comme on a eu à introduire, ce sont les différents modèles de e-commerce. OK? Et il y en a une infinité. Mais les principaux modèles de e-commerce qui sont les plus répandus, les plus utilisés, sont les suivants. Dans cette partie, vous explorerez les différents modèles de commerce électronique. Vous découvrirez les principaux types de modèles tels que le B2B, un B2C, qui est Business to Consumer. On va voir également le B2B, qui est le Business to Business. Il y a le dropshipping. Et on va également parler du commerce électronique basé sur l'abonnement. Donc, vous comprendrez comment chaque modèle fonctionne, ses avantages et ses inconvénients. Et vous pourrez choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise. Lorsqu'on veut parler de ça, en principe, lorsqu'on parle de e-commerce, la même façon, quand on parle de e-commerce, ça peut également être des entreprises physiques. OK? Il y a également les entreprises business physiques entre B2C, B2B. OK? Mais il y a pas de business physiques en termes de dropshipping. Il y a aussi des business physiques en termes d'abonnement. Il faut savoir que le e-commerce, c'est en fait tout business qui avait l'habitude d'être fait physiquement. Juste que certaines conditions ou événements naturels, notamment le dernier événement, c'était quoi? C'était le COVID. Le COVID a fermé tout le monde à la maison. Ça a alors été à l'origine de l'explosion en fait, du e-commerce, où tout se faisait en ligne. Tout ce qui se fait en ligne, qui peut permettre la transaction entre un bien et de l'argent, ou encore la transaction entre un service et de l'argent, c'est le e-commerce. Okay? Et dans ce sens-là, on peut avoir donc du B2C, qui est Business to Consumer. On va entrer en détail pour voir ce que c'est que le B2C. On a également le B2B, qui est Business to Business. On a le dropshipping et on a le commerce à l'abonnement. Alors, allons-y pour savoir ce qui se cache derrière chacun de ces 4 principaux modèles
de e-commerce que nous avons énumérés. Alors, le B2C, lorsqu'il s'agit de commerce électronique, il existe plusieurs modèles que vous pouvez choisir pour votre entreprise. Le premier, n'est-ce pas, est ce qu'on appelle ici le B2C, qui est le Business to Consumer. C'est le modèle le plus courant où les entreprises vendent directement, n'est-ce pas, aux consommateurs. Pensez aux boutiques en ligne traditionnelles où vous achetez des produits directement sur un site web. OK? Ce modèle offre une grande possibilité de toucher un large public des consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, imagine un peu quand toi, tu vas en ligne acheter un t-shirt. Tu vas en ligne acheter un t-shirt. Tu es un consommateur. En fait, tu achètes le t-shirt pour porter, n'est-ce pas? La personne chez qui tu achètes, c'est une entreprise. Alors ça, c'est le B2C. Le consommateur, qui est celui qui est dans l'ordinateur, celui qui est producteur de la plateforme où tu achètes ton t-shirt, c'est lui le business. Il est en train de faire le business avec un consommateur final qui est toi. Et, et c'est le modèle le plus répandu, en fait. Par exemple, tout ce que j'ai chez moi, j'achète en ligne. Que ce soit le lit, la télévision, le ventilateur, le climatiseur, tout, le parfum, tout ce que je fais, j'achète en ligne. Quand je suis en ligne, je suis un consommateur final. Ça, c'est le B2C. Imaginez un peu tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez, sans que vous ne soyez un revendeur. Quelque chose que vous achetez pour utiliser. Il y a plus de consommateurs, en fait, que d'entreprises. Donc, c'est pour ça que c'est le modèle le plus répandu. Il y a plus de consommateurs que d'entreprises. Donc, c'est le modèle le plus répandu. Alors, le deuxième modèle dont on va parcourir, c'est le modèle B2B, qui est celui qui se rapproche du B2C, juste avec une certaine différence qui est le consommateur. Le consommateur ne sera plus un consommateur final, mais aussi une entreprise. Alors, on va donc voir les avantages du B2B. Quels sont les avantages qu'on peut retrouver dans le B2C? Moi, je viens de dire. Il y a un large marché potentiel. En ciblant les consommateurs finaux, vous pouvez atteindre un vaste public et potentiellement réaliser un grand nombre de ventes. C'est ce qu'on est en train de faire. Il est plus facile de toucher les individus que de toucher des entreprises. Et cela va sans dire parce que dans le quartier où tu vis, s'il y a, n'est-ce pas, 200 000, 100 000 personnes, il n'y a pas 100 000 entreprises, il y a peut-être 10 entreprises. Donc, il est possible de toucher 100 000 personnes dans le quartier où tu vis. Il est plus facile de toucher les 100 000 personnes que de toucher 10 entreprises. OK? Et dans les 100 000, même si la moitié seulement achète, au moins ce 50 000 personnes auront acheté. Donc, c'est là où on dit en ciblant les consommateurs finaux, vous pouvez atteindre un vaste public et potentiellement réaliser un grand nombre de ventes. OK? Comme autre avantage, la relation directe avec les clients. Vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, d'établir des liens directs avec vos clients, ce qui peut valoriser la fidélité à long terme. Parce que c'est un conseil, en fait, c'est un individu qui achète. Quand une entreprise achète quelque chose, est-ce que tu sais même qui utilise le produit que l'entreprise a acheté? Parfois, la personne qui achète, ce n'est même pas la personne qui utilise. Parfois, la personne qui utilise, ce n'est même pas la personne qui apprécie. Et parfois, la personne qui achète, ce n'est même pas lui qui autorise l'achat. Il achète parce qu'on a permis qu'il puisse acheter. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est directeur, qui autorise. Il y a quelqu'un plus en bas qui effectue le paiement. Quelqu'un encore qui actually utilise le produit. Donc, il peut être difficile, n'est-ce pas, d'avoir une relation directe avec le consommateur parce que c'est une entreprise. Donc, ici, on dit quoi? Il y a une relation directe avec le client. Là-bas, le client, n'est-ce pas, c'est un individu. Quand c'est une entreprise, le client, c'est une entreprise. Donc ici, le client, c'est un individu. C'est facile de discuter avec l'individu parce que c'est lui le consommateur final. Alors, une diversité de produits. Vous pouvez proposer une large gamme de produits pour répondre aux besoins et aux préférences variées des consommateurs. Cela va sans dire. Donc, mais aussi, il n'y a pas de rose sans épines. Quelles sont les épines dans cette rose? La concurrence est intense, étant donné
la popularité du modèle B2C, la concurrence peut être féroce, nécessitant une stratégie marketing solide pour se démarquer. Effectivement, c'est ça. Tu ne peux pas faire un business aujourd'hui sans avoir une stratégie marketing. C'est impossible. Tu ne vas plus compter sur la chance. À l'époque, lorsque tu ouvres un business, tu ne pensais même pas au marketing derrière ton business. Tout ce que les gens pensaient, surtout si c'était un emplacement physique, OK, il y a un bon emplacement là-bas, c'est bon. L'emplacement aujourd'hui n'est pas le seul facteur pour lequel tu vas ouvrir, je ne sais pas trop quoi, une poissonnerie, n'importe quoi. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent entrer en jeu. Mais surtout, il faut toujours penser à la stratégie marketing qui va accompagner l'ouverture de ton business, qu'importe là où tu te trouves. Donc, ici, il faut pouvoir penser au marketing qui va accompagner ton modèle de business aussi, business to consumer. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi comme inconvénient? On peut parler de la pression des prix. Les consommateurs sont souvent sensibles au prix, ce qui peut entraîner une pression sur les marges bénéficiaires. Évidemment, il y a une pression sur le prix en ce sens que les consommateurs peuvent faire en sorte que les vendeurs que vous êtes commencez à descendre sur le prix. OK? Ou alors peut-être parce qu'il y a une grande concurrence, vous voulez descendre sur le prix pour pouvoir continuer à vendre. Après, votre marge va diminuer. Mais parfois, la stratégie basée seulement sur le prix n'est pas une meilleure stratégie parce que parfois, ça dévalorise la qualité de votre produit. Si tu vends un produit, une chaussure à 18 000 et supplémentairement devant la même chaussure à 8 500, je ne peux pas penser que c'est la même qualité, même si c'est la même qualité. Donc, parfois, psychologiquement, le consommateur peut penser que la qualité a changé. Donc, c'est parfois nécessaire de trouver d'autres astuces marketing pour pouvoir convaincre le client. Donc, mais il faut dire que c'est une pression quand même que les vendeurs subissent parfois pour pouvoir continuer à vendre. Parce que puisqu'il y a beaucoup de consommateurs, il y a aussi beaucoup de gens qui vont diriger leur marketing, leurs produits vers ces consommateurs-là. Dans la logistique complexe, gérer les expéditions individuelles à de nombreux clients peut être logistiquement exigeant et coûteux. Ça, c'est vrai. Parce que, comme je disais tantôt, si tu veux vendre, il y a dans une région donnée, tu veux vendre à 100 à 50 000 personnes. Donc, il faut envoyer 50 000 livraisons. Pourtant, s'il fallait vendre à 10 entreprises, tu vas seulement envoyer à 10 personnes, 10 clients qui sont des entreprises. Donc, voilà plus ou moins les inconvénients, les avantages qu'on peut trouver sur le modèle B2C. OK? C'est à vous de pouvoir bien lire, de comprendre si les avantages exceedent les inconvénients, pour pouvoir savoir si c'est la meilleure option qu'il te faut. Ensuite, on a, comme on a dit, le B2B. Dans ce modèle, les entreprises vendent des produits et des services à d'autres entreprises. Cela va sans dire, dans le consommateur final, ce n'est plus un consommateur final, ce n'est plus un individu, mais c'est une autre entreprise. Par exemple, une entreprise de fabrication vendra ses produits à des détaillants ou à d'autres entreprises qui utiliseront dans leur chaîne de production. Ça veut dire quoi? Si tu es un fabricant, tu peux vendre un détaillant. Ça, c'est toujours business to business. Parce que le détaillant qui achète n'achète pas pour consommer. Lui, il est une entreprise, en fait. De la même façon que vous serez une entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? Suppose que tu vends des mèches. Tu n'es qu'un détaillant, en fait. Alors, tu peux aussi acheter peut-être au fournisseur qui fabrique les mèches. Donc, le fournisseur et toi, c'est un business to business. Parce que toi, tu n'achètes pas pour consommer, tu n'achètes pas pour mettre sur la tête ou pour donner à ta fille. Tu l'achètes pour pouvoir revendre. Donc, ça, c'est un business to business. Le consommateur n'est pas le consommateur, ou alors le client n'appelons pas ça consommateur. Le client n'est pas un consommateur final. OK? Ou encore, tu achètes des mèches pour pouvoir utiliser ces mèches dans la confection d'un autre produit que tu vas vendre. Le produit final, ce n'est plus la mèche. Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre n'importe quoi. Tu peux acheter la farine. Tu achètes la farine, pas pour revendre de la farine. Tu achètes la farine parce que tu fais des gâteaux. Le gâteau, c'est un produit final. C'est pour ça qu'on dit, ou d'autres entreprises qui l'utilisent dans leur chaîne de production. Donc, dans ta chaîne de production, tu as besoin de farine parce que tu es un pâtissier. Tu fabriques du pain, des gâteaux, n'importe quoi qui prend la farine. Quand tu achètes la farine chez un fabricant de farine, c'est parce que tu as besoin de cette farine dans ta chaîne de production.
Alors, ça, c'est le B2B. Le modèle B2B peut être très lucratif car les commandes sont généralement plus importantes en relation et les relations commerciales plus durables. Ça, c'est vrai en plus. Généralement, quand une entreprise achète une autre entreprise, ce n'est pas une pièce. Il faut qu'on soit réaliste. Si tu ne peux pas être quelqu'un qui vend les mèches et tu achètes une mèche à un fabricant de mèches, tu vas acheter 10, 15, 100, 200, 300 en fonction de la taille de ton marché ou ta capacité à vendre. Donc, ça fait que généralement, l'entreprise qui vend à d'autres entreprises, généralement, les commandes sont importantes. OK? Sont importantes. Et les relations commerciales sont plus durables. Dans ce sens que euh, l'un, le business, en fait, de l'un peut dépendre de l'autre. Si toi, tu vends les mèches, tu souhaites que ton fournisseur de mèches continue davantage de te fournir les mèches. Autrement dit, suppose que tu as un salon de coiffure. Si tu ne te fournis plus les mèches, tu peux fermer ta boutique parce qu'on va te passer la commande. Une cliente vient avec tel type de rasta, mais tu n'as pas la mèche pour faire. Elle veut tel type de greffe, tu n'as pas la greffe pour faire. Ou bien tu vends les beignets. Tu as énervé, la relation commerciale n'est pas bonne avec ton fournisseur de farine. Bien, tu ne vas pas faire des beignets. Ou alors, peut-être que ou bien il ne te livre pas beaucoup de farine, il te livre moins qu'il ne fallait. Finalement, tu as moins de farine, tu fais tes beignets. Maintenant, tu vends tes beignets chers pour avoir un même chiffre d'affaires. On va te fuir parce que tes prix vont augmenter. Donc, voilà un peu, n'est-ce pas, à première vue, un avantage qu'on peut retrouver dans le business to business. OK? Alors, quels sont réellement les autres avantages qu'on peut citer? Et évidemment, il y aura bien sûr quelques inconvénients. Les transactions B2B impliquent généralement des contrats à long terme, ce qui peut garantir une stabilité des revenus. Oui, dans beaucoup de contrats. Et ce n'est pas seulement l'avantage de celui qui vend, moi qui vends dans le B2B. C'est aussi en ton avantage parce que le commerce, quand on parle de concurrence pure et simple, par exemple, ça veut dire que je suis libre d'augmenter mes prix comme je veux. OK? Mais si, par exemple, j'ai un contrat avec toi de pouvoir te vendre les mèches, dans un contrat, on signe, on écrit, je voudrais que tu me ravitailles pour 1 an, par exemple, ou pour 2 ans, ou pour 1 mois. Ça veut dire en principe que tu vas avoir une priorité. Chaque fois qu'il a les mèches, qu'il garde ta part. Et ce n'est pas comme s'il va t'augmenter le prix. Il ne va pas t'augmenter le prix. Même s'il augmente le prix avec d'autres personnes, et ça arrive, il augmente des prix avec d'autres personnes. OK? Donc, généralement, c'est le contrat à long terme. Même si parfois le contrat n'est pas signé, de façon naturelle, même si on ne signe aucun contrat, de façon naturelle, tu continues à vouloir que euh, ton fournisseur te vende, continue à te vendre la marchandise. De la même façon, ton fournisseur souhaite qu'il continue à lui acheter la marchandise pour qu'il continue à fabriquer. Donc, ça garantit plus ou moins une stabilité de revenus. L'autre avantage qu'on a, c'est la commande en gros. Évidemment, ce n'est pas une commande qu'on passe. Si tu as même un salon de coiffure, tu vas parler au marché, acheter une greffe ou une mèche, de venir déposer. Quand un client demande les rastas, tu fais ces rastas et puis tu vas encore au marché acheter l'autre. Beaucoup d'autres coûts vont entrer en jeu qui vont faire que tu es en train de perdre. Le coût du transport que tu prends pour aller, le temps que tu mets pour aller acheter une mèche pour venir tresser tes clients. Et même, le prix même, on ne va pas te vendre au même prix que celui qui achète un carton de mèche. C'est common sens. Donc, les ventes en gros peuvent entraîner des commandes de grande valeur, ce qui peut être avantageux pour les bénéfices. Yeah. Plus la quantité est élevée, plus ton bénéfice est élevé. Clientèle ciblée. En ciblant les entreprises, vous pouvez répondre à des besoins spécifiques et fournir des solutions professionnelles, évidemment. Si tu as envie de vendre la farine peut-être aux gens qui font les beignets, tu peux, n'est-ce pas, fabriquer même une farine qui est plus adaptée aux beignets et tu cibles ces clients qui vendent les beignets. De la même façon qu'il y a des farines qu'on utilise pour faire des gâteaux. Alors, tu vas, n'est-ce pas, fabriquer la farine qu'on utilise pour faire des gâteaux. Ou alors, ce que tu vends, c'est seulement la farine de beignets. Pourquoi est-ce que tu vas aller vendre à ceux qui font des gâteaux? Il faut acheter, mais la meilleure clientèle sera ceux qui vendent des beignets. Même chose. Si tu as des greffes, par exemple, brésiliennes, comme on dit souvent, et qu'il y a des salons, par exemple, qui n'utilisent pas les greffes brésiliennes, tu vas aller chercher les salons de coiffure UP
qui n'utilisent que des graines brésiliennes et tu seras leur fournisseur. Donc, ça permet de pouvoir, et en plus, on a dit en haut que les commandes sont en cours. Si tu commences à vendre n'importe qui, ce sera difficile que tu puisses réaliser le chiffre d'affaires. Donc, c'est à ça l'inconvénient de la clientèle. Il est facile de cibler la clientèle, de cibler seulement le type de clientèle d'entreprise qui font dans ce que tu fais, sachant que même seulement deux commandes peuvent te créer la marge que tu veux. Mais quelques inconvénients qu'on peut aussi avoir, le cycle de vente est plus long. Les négociations et les décisions d'achat au niveau des entreprises peuvent prendre plus de temps, rallongeant le cycle de vente. On a eu à dire ici que si toi, tu as envie d'acheter un article X, tu cherches le fournisseur de l'article X et tu achètes. Imagine que c'est une entreprise qui va acheter le même article X. Premièrement, il y a un département qui est chargé d'aller chercher cet article dans le marché. Deuxièmement, il faut qu'il commence à discuter avec la personne du marché, avec la personne qui vend. Après, il vient rapporter à son supérieur. Son supérieur va rapporter à son directeur. Le directeur va rapporter, n'est-ce pas, au directeur des finances. Le directeur des finances, parfois, il peut avoir le pouvoir de décider. Parfois, il peut avoir le pouvoir qu'il faut parler avec le directeur général pour voir si on doit faire la dépense là ou pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Après, il faut que ça redescende pour aller arriver encore à celui en fait qu'on a envoyé sur le terrain pour vous dire, voilà, il faut passer là. Même quand il passe la commande, ça devient encore long parce que même le processus de vente, de paiement, ce n'est pas comme c'est celui-là qui fait le paiement, non. Il passe la commande. Quand tu travailles dans une entreprise, tu attends, ce n'est pas le tic tac. Une entreprise, c'est un processus. Donc, le cycle de vente devient plus long. La personne à qui tu as livré la marchandise ou avec qui tu parles, parce que même pour livrer, ce n'est pas le que tu livres. Pour livrer, il faut encore confectionner, peut-être aller livrer dans le magasin de stockage de l'entreprise. Donc, la personne même qui pose avec toi ne vend pas la marchandise. Il y a encore un département qui stocke la marchandise. Il faut encore qu'on commence à fonctionner avec le département qui approuve la réception, après qui autorise le paiement pour que le DAF signe encore qu'on puisse faire le paiement. Donc, le processus de vente, parfois, avec les entreprises peut être long. Et c'est pour ça qu'il faut savoir à quoi t'attendre dans le choix de ton e-commerce que tu vas faire. On a vu ici à côté qu'il y a les grosses ventes, non? Donc, c'est à vous de savoir, de peser le pour et contre les outils que tu vas atteindre pour savoir quel modèle de e-commerce tu veux faire. Alors, on voit aussi la dépendance avec quelques gros clients. Si votre modèle repose sur quelques clients importants, une perte de leur activité pourrait vous avoir un impact majeur. Ça, c'est vrai. Comme on a eu à dire, si tu es un vendeur et que tu vends seulement dans un quartier où il y a 10 entreprises, tu vends à ces 10 entreprises ou bien tu vends à 5 entreprises. Il suffit que les 5 entreprises aient un problème et que tu vas voir l'impact sur ton chiffre d'affaires. Pourtant, si tu vends, n'est-ce pas, on a dit qu'il y avait 100 000 personnes. Si tu arrêtes de vendre à 50 000 personnes, et tu vendais à 50 000 personnes. Si tu arrêtes de vendre à 25 000, tu as encore 25 000 personnes. Mais en même temps, tu as encore la possibilité de rentrer dans les 50 000 personnes qui n'ont jamais acheté et pouvoir trouver, si tu peux trouver les nouveaux autres 25 000 personnes pour compléter le 50 000 nombre de clients que tu veux. Ce qui n'est pas le cas. Ici, il y a les entreprises qui existent, ne vendent qu'à 2 personnes. Oui. Ils fabriquent, tout ce qu'ils fabriquent est destiné à un client que tu ne vas pas voir. Tu ne vas jamais voir cette entreprise dans le marché en train de faire la publicité parce que leur clientèle est une autre entreprise qui est déjà ciblée. Quand ils fabriquent, ils savent là où ça part. Ils ne vont jamais faire la publicité. Alors, il suffit que ces 2 ou 3 clients qui constituent 90% de leur chiffre d'affaires commencent à avoir des problèmes eux-mêmes. Vous allez subir sur vous-même. Donc, c'est un autre inconvénient, n'est-ce pas, du B2B e-commerce. Alors, il y a aussi la nécessité des connaissances spécialisées. Pour réussir dans le B2B, il peut être nécessaire de posséder une expertise spécifique dans le domaine de vos clients. Comme j'ai eu à dire, si une clientèle est tellement ciblée, restreinte, tu dois pouvoir comprendre son fonctionnement, tu dois pouvoir posséder une expertise dans son domaine pour pouvoir vraiment le satisfaire. Et ce n'est pas difficile de le faire.
Il y a des moyens pour le faire, avoir une expertise dans le domaine de l'autre entreprise à laquelle tu veux vendre un service. Et c'est le meilleur moyen. Parce que quand vous maîtrisez cette entreprise-là, vous connaissez leurs forces et leurs faiblesses. Vous savez, vous connaissez leurs besoins. Vous dirigez votre produit dans le sens de satisfaire leurs besoins parce que vous avez étudié leur business. C'est un peu comme, si par exemple, tu produis un service, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, un produit de comptabilité à, à des gens qui ont des petites boutiques dans le coin. Tu connais, n'est-ce pas, que les petites boutiques ont l'habitude de faire du cash. Tu sais que parfois, eux, c'est difficile de connaître s'ils font du profit ou pas. Alors, tu veux leur vendre un service, parce que l'e-commerce n'est pas que les produits physiques, c'est aussi les produits euh, services, les produits non marchands, les produits qui sont pas matériels. Il suffit de lui faire comprendre qu'il est difficile pour lui de savoir s'il bénéficie ou s'il perd. Il ne connaît juste pas. Il ne connaît presque pas. Et tu lui dis pourquoi, tu sais que tu payes même plus de taxes que tu ne devrais normalement payer. Pourquoi? Parce que sur quelle base, où est-ce que tu te bases pour payer les taxes que tu payes au gouvernement? Il est question, n'est-ce pas, que tu puisses avoir un système qui permet de savoir journalièrement combien tu as fait en chiffre d'affaires, quelles sont les dépenses que tu as faites. Et que chaque fin du mois, tu puisses, n'est-ce pas, rapprocher pour voir comment ça s'est passé, comparer même avec l'activité précédente, pour voir s'il y a des aménagements à faire, si on appelle ça quoi, ton boutiquier ou ton gérant, s'il te vole ou pas. Beaucoup de personnes vont voir si, en fait, ils considèrent le chiffre d'affaires comme étant le bénéfice. C'est difficile. Voilà comment parce que tu maîtrises le secteur de la vente, n'est-ce pas, des produits détaillés, tu peux comprendre qu'ils n'ont pas un système. Ce sera difficile pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas engager un comptable. Par contre, tu peux être externe, tu dis, voilà, chaque jour, je viens avec une fiche où je tiens votre fiche pour aller la comptabiliser, savoir, voilà, cette fiche, chaque fois que tu vends, tu marques ici, ou alors cette machine sur laquelle tu utilises pour accepter les ventes. À la fin, tape sur le bouton, si ça va imprimer tous les ventes de la journée. Je vais venir prendre ça. À la fin du mois, je vais te dire exactement combien de chiffres d'affaires, combien de pertes tu as fait. Ce n'est pas parce que tu as 1 milliard dans ton compte bancaire que tu as 1 milliard de bénéfices. Tu peux avoir 1 milliard, mais tu es en train de faire les pertes parce qu'il y a des fournisseurs que tu n'as pas encore payés peut-être. Bref, quand j'explique, vous comprenez un peu ce qui veut dire avoir une expertise dans le domaine de votre client. Ça vous permet de facilement vendre le produit chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à chercher en dehors, n'est-ce pas, du B2B, du B2C? Quel autre modèle on peut avoir? Alors, chercher. Il y a le dropshipping. Ici, vous ne possédez pas de stock physique. Au lieu de cela, vous possédez des produits sur votre boutique en ligne et lorsque vous recevez une commande, vous la transmettez au fournisseur qui se charge de l'expédition directe au client. Le dropshipping permet de démarrer rapidement avec peu de capital initial, mais il peut être plus difficile de contrôler la qualité et les délais de livraison. Donc, ce qu'il faut retenir sur le dropshipping ici, c'est que c'est un système où tu as des boutiques, tu as une boutique, un peu comme un pharmacien qui a une boutique, il y a des médicaments déposés là. Lorsqu'on passe la commande, il transfère la commande à qui? À son fournisseur, en fait. Son fournisseur s'arrange de mettre le médicament qui a été commandé en termes de paquet, l'emballe, et l'envoie à ton client. Ça, le dropshipping. OK? Façon la plus simple d'expliquer le dropshipping. Tu n'as pas besoin forcément d'inventaire. Tu as besoin de connaître où est-ce que tu peux trouver les différents produits que tu vends. C'est tout. Et tu sais où tu peux les trouver. Tu sais que tu peux avoir des clients, alors tu vas vendre. Dans le dropshipping, n'est-ce pas, permet de démarrer rapidement. Bien, tu peux commencer par démarrer rapidement si tu n'as pas un capital initial. Mais évidemment, tu vas trouver qu'il y a des inconvénients. C'est vrai, on commence avec les avantages. Les avantages, c'est que l'investissement initial est réduit. Vous n'avez pas besoin de stocker des produits, ce qui réduit le coût du démarrage et le risque financier. Maintenant, avec ce que nous faisons dans notre programme, on va voir qu'il n'y a presque pas d'autres coûts, en fait. Il n'y a pas de risque, généralement. Dans le programme que nous faisons, ceux qui vont participer au programme jusqu'à la fin, ils verront, pour ceux qui vont faire la partie du dropshipping, comme j'ai dit, vous pourrez, n'est-ce pas, vous lancer parce que, comme on dit, il y a des coûts. Quand
dit, ça limite les coûts. C'est pas comme vous dites, il n'y a pas d'autre coût. Et vous avez vous dire qu'il y a, n'est-ce pas, le coût déjà de la construction de votre boutique. Donc, c'est un coût. Il y a le coût du marketing. Ça, c'est un coût. Donc, il y a un coût en principe que tu devais subir, mais c'est que le coût de stockage ou bien d'achat avant de revendre n'existe pas. Dans notre programme, again, on va vous assister, je vais vous assister pour pouvoir annuler presque tous les coûts que vous deviez supporter pour vous lancer dans votre business. Alors, notre avantage, c'est la large sélection des produits. Vous pouvez proposer une grande variété de produits sans avoir à gérer un inventaire physique, évidemment, parce que, en fait, vous n'achetez pas. Donc, vous pouvez avoir vraiment une large variété de produits que vous pouvez proposer aux gens. N'importe quel produit que vous imaginez que vous pouvez connaître un fournisseur, vous pouvez le vendre. C'est ça qu'on appelle une large variété de produits. La souplesse géographique, étant donné que vous n'avez pas à gérer l'expédition, vous pouvez opérer depuis n'importe où avec une connexion Internet, évidemment, puisque ce n'est pas comme s'il faut que vous soyez assis ici à Douala et vendre seulement à ceux qui sont à Douala. Non. Si tu es à Douala et tu trouves des clients au nord et que tu as un fournisseur qui peut vendre à quelqu'un au nord, tu vends ton produit parce que le fournisseur va lui livrer le produit au nord. Tu n'as pas besoin de, n'est-ce pas, être au nord ou seulement vendre à ceux qui sont à Douala. Donc, la souplesse dans la géographie. La souplesse géographique est un élément qui est, moi, conçu comme un avantage. Tu peux être à Abidjan et tu vas vendre un produit à quelqu'un qui est à New York. C'est ce qu'on va faire pendant le training. On va vous permettre, n'est-ce pas, d'être là où vous êtes et moi, par exemple, par mon canal, on vous permettra de vendre à n'importe quelle personne qui se trouve aux États-Unis. Alors que c'est impossible. Si ce n'est pas possible, c'est pas un dropshipping, ce sera quasiment impossible. Ou alors le coût du shipping réel à partir d'Abidjan ou de Yamoussoukro, là où tu te trouves, ou de Dakar où tu te trouves, pour shipper, pour envoyer ton produit en France ou en Allemagne ou à New York ou en Californie, ce sera tellement cher que tu vas, ça va même te coûter plus que ce que tu vas recevoir quand tu vas vendre ton produit. Mais le dropshipping casse la barrière. Tu peux être donc au Bénin et tu vends ton produit au Cameroun. Tu peux être au Bénin, tu vends ton produit en France. Tu peux être au Bénin, tu vends ton produit aux États-Unis. C'est possible. Ça, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. C'est là, c'est ce qui constitue la souplesse géographique. Du moment où tu as un fournisseur qui peut livrer là où tu as envie de vendre, ça va. Là où tu restes n'est pas important. Alors, les marges bénéficiaires sont généralement faibles. Il n'y a pas de ressent des pays, n'est-ce pas? Les marges sont généralement faibles dans le dropshipping, car vous devez payer le fournisseur et les frais d'expédition. Donc, vous devez payer au fournisseur le prix de la marchandise et le prix de l'expédition. C'est juste faible parce que le fournisseur suppose qu'il est en train de prendre le risque de garder la marchandise chez lui-même jusqu'à ce que tu achètes. C'est évident que s'il te vend une marchandise dans ton contrat avec lui, suppose que tu vends un article à 15 $ et que le fournisseur te vend ce même article à 10 $. Ça veut dire que tu as 5 $ de marge. OK? Si tu devais acheter le même article chez le fournisseur et stocké chez toi, ce n'est pas à 10 $ que tu aurais acheté. Tu aurais acheté le même article peut-être à 7 $ ou bien 6,50 $. Vous voyez que ta marge est plus faible comparée à si tu avais réceptionné tes propres articles, n'est-ce pas? Mais ça make sense. Ça a un sens parce que euh, tu évites beaucoup de risques, en fait. De deux, tu n'es pas en train d'investir. Donc, en fait, tu es en train de faire 5 $ en termes de marge sans avoir toi-même acheté même la marchandise, stocker, attendre. Et quand tu attends, ça peut pourrir dans ta boutique, dans ton warehouse, dans ton magasin. Donc, ce n'est pas comme si c'est petit. C'est avec le temps, donc, tu estimes que, OK, si tu as le capital que tu veux acheter et que tu as la logistique nécessaire pour pouvoir livrer, tu peux changer. Le business, c'est ça. Quand tu évolues, tu vois si tu faut changer ta façon de faire le business. Moi, on est ici en train de dire, dans un début, tu n'as pas de capital. Cette marge, c'est dire quelque chose de positif. Okay? Parce qu'il n'y a pas de perte. En fait, il n'y a pas de perte dans ce système. Tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, vendre ce même produit à 9 $ à quelqu'un. C'est juste impossible. Parce que ton fournisseur ne va même pas te livrer la marchandise. C'est juste impossible. Autant si tu es avec ça,
si tu avais acheté ça, ces articles chez toi, tu vois que c'est en train de trop durer, ou bien que ça devient dépassé, comme on dit souvent, j'ai oublié le terme réel, et qu'il y a des nouvelles versions de ces mêmes articles qui sortent, tu vas vouloir revendre, même si tu vends à ton prix d'achat ou même à perte, parce qu'il te faut libérer l'espace pour recevoir d'autres stocks qui sortent vraiment. Donc, tu peux vendre à perte. Donc, il y a une perte quand tu stockes, mais il n'y a presque pas de perte si tu es en train de faire la vente dans le dropshipping, plus ou moins. OK? Les problèmes de qualité, maintenant, l'autre problème, c'est qu'il y a la qualité et la fiabilité. Vous dépendez du fournisseur pour l'exécution des commandes et la qualité des produits, ce qui peut entraîner des problèmes si le fournisseur n'est pas fiable. C'est là où j'ai dit tout à l'heure qu'il est important de travailler, d'avoir un bon choix sur le fournisseur. Très important. Essayez de contacter le fournisseur, rentrer dans le cours précédent pour voir comment on travaille le choix du fournisseur. Ça va vous donner quelques éléments pour consolider un peu la confiance que vous pouvez avoir quand vous vendez un produit dont ce n'est pas vous qui avez fabriqué. Une des choses que j'ai eu à dire, c'est que vous pouvez commander, n'est-ce pas, des échantillons, ou même vous pouvez acheter des échantillons vous-même pour juger de la qualité avant de commencer à vendre ce produit à d'autres personnes. Donc, mais c'est un problème parce que quand on est en train de livrer, si la production qu'on a fait pour envoyer à ton client, il y a un défaut, tu n'es pas en train de voir. Ça va du feedback alors des clients, parfois que tu peux savoir si le fournisseur a fait des défauts ou pas. Maintenant, la compétition devient élevée, cela va sans dire. Parce que le dropshipping est devenu très populaire, ce qui peut entraîner une concurrence féroce. Puisque tout le monde sait qu'il peut avoir des moyens, n'est-ce pas, de vendre sans avoir acheté, sans avoir produit. Il suffit seulement de savoir ceux qui peuvent l'acheter, les clients. Et puis, vous pouvez commencer à vendre. Il y a une concurrence. Alors, comment se démarquer? Tout revient sur le plan que tu as mis en place niveau marketing pour te démarquer, pouvoir trouver tir dans l'épingle du jeu. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, à côté du dropshipping, qu'est-ce qu'on a? On a le e-commerce basé sur l'abonnement. OK? Il y a un e-commerce basé sur l'abonnement. En quoi consiste ce e-commerce? Ce modèle de e-commerce est également très répandu. Dans ce modèle, les clients payent un abonnement périodique pour accéder à des produits ou services spécifiques. OK? Quand je dis ça, à quoi est-ce que vous pensez? Pensez aux services de streaming, par exemple, de musique ou de vidéos, où vous payez mensuellement pour accéder à une bibliothèque de contenu. À quoi est-ce que vous pensez? Ceux qui sont, même pas seulement en Afrique, même en Europe, c'est pareil. Canal+, vous payez un abonnement chaque fin du mois, n'est-ce pas? Pour pouvoir avoir accès à une variété, n'est-ce pas? Une bibliothèque de musique ou de films ou de spectacles, de comédie, n'importe quoi que vous avez envie de parcourir. Vous payez pour ça, c'est un abonnement. Ce modèle offre une source de revenus récurrente et une fidélisation des clients à long terme. Même chose. Il y a par exemple, si tu travailles ou bien tu fréquentes et que tu utilises beaucoup de papier, d'impression, n'est-ce pas? Quand tu achètes, tu peux créer un abonnement avec une compagnie qui vend les papiers ou bien qui vend l'encre. En fonction de la fréquence que tu veux, tu peux dire, OK, je signe un abonnement chaque mois. Vous me livrez tel cancer de papier, ou chaque 2 mois, vous me livrez tel cancer de papier. À son abonnement. OK? Donc, le client qui vend est en train de faire un abonnement avec vous parce que vous achetez les papiers chaque mois pour votre propre utilisation. Ou encore, vous avez une entreprise. Et c'est ce que beaucoup d'entreprises font. Vous avez une entreprise qui fait n'est-ce pas, l'impression. Vous connaissez votre cadence d'impression, vous connaissez la fréquence de travaux que vous faites en imprimant. La meilleure façon, c'est que vous entrez en contrat avec une entreprise. Pour être sûr qu'à un moment, tu l'appelles, il ne te dise pas qu'il est en rupture de stock. Il ne pourra jamais être en rupture de stock. Même si en rupture de stock, il va s'assurer que ta commande soit prête. OK? C'est ça qu'on appelle abonnement. Alors, si tu fais comme j'allais dire, par exemple, dans l'impression, tu as un cabinet, une entreprise qui fait dans les impressions, il est mieux pour toi d'avoir un client. Et si tu connais combien d'impressions tu fais, si tu imprimes par exemple 10 000 papiers par mois, il est préférable d'avoir un fournisseur qui peut te garantir ces 10 000 papiers par mois et que tu payes seulement directement sans avoir besoin de réfléchir. À la fin du mois, tu lui vides de l'argent et te vire la marchandise. Parfois, il vire avant que tu ne fasses le paiement.
ainsi de suite. Et ça va dans tout autre service, n'importe quel service que tu fais. Si tu connais comment est-ce que tu utilises, que ce soit que tu sois consommateur final, ou même que tu sois un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise le produit dans ta production du produit final, ou que tu achètes aussi pour revendre. Tu aimerais savoir que, OK, il faut que ce gars me ravitaille dans telle fréquence, on appelle ça l'abonnement. Et de façon normale, ici, il y a par exemple les abonnements téléphoniques. Ici, par exemple, presque tout le monde fait un abonnement téléphonique. Chaque fin du mois, tu souscris pour savoir un montant que tu as payé chaque fin du mois. Et là, le montant parfois peut être fixe, parfois ça peut être variable, parfois c'est ce que tu as fait, mais c'est un abonnement que tu as fait. On va devoir quels sont les avantages et les inconvénients qui peuvent être rattachés à ce type de commerce. Alors, le e-commerce basé sur l'abonnement, les revenus sont récurrents pour celui qui est le provider, le fournisseur de biens ou de services, le vendeur en fait. Les revenus sont récurrents. Le modèle d'abonnement peut générer des revenus prévisibles et stables sur une base régulière. Tu peux faire une prévision de tous ceux qui ont fait des abonnements chez toi. Si tu as 10 personnes qui ont fait des abonnements, ils te payent 10 000 francs. Tu es garanti d'avoir 100 000 chaque fin du mois. C'est vrai que tu vends aussi à d'autres personnes qui ne font pas d'abonnement, mais au moins cette partie-là de clients peut te garantir un montant chaque fin du mois, quel que soit lambda, comme on dit souvent. Alors, la fidélité des clients. Les clients sur abonnement ont tendance à être plus fidèles car ils apprécient la commodité et la continuité des services ou produits reçus. Comme il y a eu à dire, tu n'as pas envie, n'est-ce pas, que subitement, alors que tu es un cabinet euh, graphique qui fait dans les impressions, que tu appelles ton client, ton fournisseur te dit qu'il n'a pas de papier. Tu n'as pas envie de comprendre ça. Tu sais quelle est la fréquence de commandes que tu reçois pour faire les impressions, ou bien que tu appelles ton fournisseur d'encre et qu'il n'y a plus d'encre. Donc, il y a une certaine fidélisation. Chaque entreprise va prioritiser, comment dire en français, va créer une priorité aux clients qui ont un abonnement avec lui. Parce que c'est un revenu garanti. Pourquoi est-ce qu'il va le négliger à un client, même si la personne achète 1 million aujourd'hui? Non. Il va privilégier le client qui a un abonnement avec lui. Parce que là, c'est comme si c'est un agent qu'il a déjà. OK? Donc, c'est une fidélisation pour l'abonnement. Et, le client, lui aussi, a besoin d'être fidèle avec toi. Donc, ça crée une fidélisation entre les deux. Ce n'est qu'un avantage quand le consommateur peut savoir qu'il aura ce qu'il veut ou quand le vendeur peut savoir qu'il va toujours vendre ce qu'il est en train de produire. Comme j'ai eu à parler n'est-ce pas, des entreprises, parfois que vous ne pouvez pas connaître dans le marché. Ils n'ont que deux ou trois clients dans le monde. Et ces trois clients leur donnent 90% de leur chiffre d'affaires. Il y a une prévision dans les relations. Quand ils produisent, ils savent quand et chaque moment est-ce qu'ils doivent. C'est un contrat, mais il y a un contrat même écrit. Ils savent parce que ce qu'ils produisent a une grosse dépendance sur le produit final de l'autre entreprise. OK? A une grosse dépendance de l'autre entreprise. Donc, il faut qu'il ne doit pas s'amuser là-dessus. Donc, alors, il y a la possibilité d'évolutivité. Avec des abonnements croissants, vous pouvez facilement anticiper et gérer la demande future. Là, il a dit, tu peux évoluer, tu peux anticiper sur la commande qui va arriver, ça te permet d'anticiper sur ta production, ainsi de suite. Alors, quels sont les inconvénients? La question des clients est coûteuse, ça c'est vrai. La question de nouveaux clients pour le modèle d'abonnement peut être coûteux, nécessitant des efforts marketing constants. Si je prends par exemple l'exemple de ces entreprises qui ont, n'est-ce pas, deux ou trois clients, qui sont aussi des entreprises en général, ce sera difficile. C'est pas comme si du jour au lendemain, ils ont acquis ces clients-là. Parfois, c'est des efforts qui ont pris 2 ans, 3 ans avant, n'est-ce pas, être parmi les fournisseurs de cette entreprise-là. Donc, acquérir le nouveau client dans ce modèle est vraiment difficile parfois. OK? Bon, ça dépend aussi des clients. Ça dépend des clients. Et ça, c'est les entreprises vraiment spécialisées dans les produits seulement B2B. Mais il y a des entreprises qui créent plutôt qui créent, des abonnements simplement euh, en subissant toujours un coût. C'est-à-dire que parfois, il peut te donner une incitation à vous abonner. Par exemple, on peut dire quoi? Euh, Généralement, tu achètes des rames de papier. On te dit,
si tu t'abonnes chez nous, au lieu qu'on te vende la rente de papier à 5 000 francs, on va te la vendre à 4 500. Ou encore, on te dit, les 3 premières commandes de vente de papier sont gratuites. Ça, c'est une incitation à ce que tu puisses t'abonner avec eux. Donc, il y a un coût, ils perdent, en fait, ils perdent les 3 paiements, les 3 commandes que tu vas faire sont gratuites. Mais c'est un contrat qui dit qu'après les 3 commandes, tu t'abonnes pour pouvoir maintenant acheter normalement. Donc, il y a plus ou moins un coût pour pouvoir acquérir un client dans l'abonnement, que c'est l'inconvénient qu'il y a. Mais pour moi, c'est un inconvénient qui vaut la peine parce que une fois que tu as mis quelqu'un dans ton abonnement, tu peux avoir des revenus prévisibles, quoi. Alors, la gestion des annulations. Les annulations d'abonnement peuvent être fréquentes. Il est donc important de maintenir la satisfaction. Oui, oui. Il suffit que tu sois un peu insatisfait et puis tu peux appeler pour pouvoir annuler. Et parfois, quand tu annules, tu peux demander quand tu rembourses ton argent. C'est un nightmare, c'est le mot de tête. Tu n'as pas envie d'être en train de discuter avec des gens parce que tu as reçu l'argent. Ils ont annulé l'abonnement et te disent que la qualité de produit n'est pas bien ou bien l'article que tu as acheté n'est pas bien, il faut que tu le rembourses. Ce n'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Donc, parfois, les annulations. C'est pour ça qu'il faut maintenir la satisfaction des clients. Et, et beaucoup d'entreprises font cette erreur de négliger ces clients qui sont déjà acquis. OK? Tu devrais privilégier ces clients. S'il y a les meilleurs produits et services possibles, c'est à eux que tu dois envoyer, c'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs que tu vas envoyer. Une fois qu'ils constatent que tu vas négliger, ils vont annuler leur abonnement. Parfois, suppose que tu as fait un abonnement pour un an. Tu as payé le chèque d'abonnement d'un an. Après 2 mois, tu es passé. Tu demandes quand tu rembourses pour tes 8 autres mois, tes 10 autres mois. Imagine un peu que tu as fait une prévision. Tu as même reçu l'argent pour un an de service, pour un abonnement de un an de service. Là, tu vas rembourser. C'est un peu ça. La pression pour offrir de la valeur. Pour fidéliser les clients, il est essentiel de fournir une valeur constante qui justifie le coût de l'abonnement. C'est ce que tu es en train de dire. Il faut faire beaucoup d'efforts. Lorsqu'il y a quelque chose que tu envoies, tu as de la qualité à tes abonnés. Envoie-les, il est facile qu'ils se désabonnent. Hein. Ils sont là, tu dois les accrocher à tout moment. Dès qu'ils vont trouver quelque chose qui est meilleur que toi, ils peuvent te laisser tomber. Donc, il est nécessaire que tu puisses continuer à offrir de la valeur à tes clients. Pour des moyens, la valeur, ce n'est pas forcément. La valeur peut être tout. Ça peut être le customer service, ça peut être de les appeler pour savoir comment ils vont, s'ils ont quelque chose, toi, s'ils ont d'autres besoins qu'ils aimeraient qu'ils satisfassent. Augmenter la valeur, c'est tout. Faites votre homework. Vous aurez comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur sur un produit. Ainsi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose encore dans les différents modèles de e-commerce? Je pense qu'on ait partagé le maximum qui soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant que vous avez une idée des différents modèles de e-commerce, il est temps de réfléchir à celui qui convient le mieux à votre entreprise. Chaque modèle a ses avantages. Il est donc important de les prendre en compte. Posez-vous les questions suivantes. Quel est votre public cible? Okay? Quels sont vos produits ou services? Quelle est votre capacité de stockage? Évidemment, si vous avez 50 hectares disponibles, vous pouvez acheter des produits et stocker, les vendre. Mais si vous n'avez même pas un espace de 1 mètre carré où stocker, je ne sais pas trop, une boîte d'allumettes, vous allez travailler en ligne et travailler avec du dropshipping. Alors, répondez à ces questions vous aidera à choisir le modèle qui maximisera votre succès. Je ne sais pas s'il y a une question à ce niveau avant qu'on commence. Quelqu'un a-t-il une question? On vient là de clôturer la partie concernant les différents modèles de e-commerce. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et la prochaine séance, nous allons, n'est-ce pas, parler de l'autre partie qui sera, n'est-ce pas, des différentes plateformes. Right? Vous vous rappelez? Dans cette partie, la première partie, ce sont les différents modèles e-commerce. On doit pouvoir euh, faire part des différentes plateformes et l'avantage qu'il y a à utiliser une plateforme ou une autre plateforme. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur ces différents éléments qui nous permettent ou alors de pouvoir choisir déjà le modèle de e-commerce qui sera mieux adapté pour toi. Parce que c'est après avoir choisi cela que tu vas chercher à construire ta boutique, en fait.
n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Nous arrivons là au terme de notre session d'aujourd'hui, l'heure. Si on prend notre deuxième partie, nous prendrons à peu près d'une heure ou plus. On aura dépassé le temps. Alors, est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Ou une question par rapport à tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à maintenant? OK. Donc, la prochaine fois, nous allons donc travailler sur le choix de la bonne plateforme de e-commerce. Aujourd'hui, j'espère vous avoir édifié sur les différents modèles de e-commerce et donc vous pouvez commencer à cogiter sur ce qui pourra être ou paraître une meilleure option pour vous. S'il n'y a pas de questions, on va se retrouver avec le même plaisir la prochaine fois pour une autre session de maîtriser et lancer votre e-commerce sans capital initial. C'était Roussel Folas. Ciao. Merci, monsieur Roussel. Il n'y a pas de quoi. Ciao.